Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Le Rassemblement national des indépendants en tête des législatives au Maroc. Selon les derniers chiffres, le parti a obtenu 102 sièges. Un véritable coup dur pour le Parti de la justice et du développement au pouvoir depuis une décennie. De nouvelles directives pour limiter les fraudes mobiles, c'est l'initiative prise par l'autorité de régulation des services publics au Rwanda. Une vérification d'identité est désormais nécessaire lors de l'enregistrement de la carte SIM. Et puis la 13e édition du Festival des musiques urbaines d'Anoumabo en Côte d'Ivoire. Petite particularité cette année, le Sénégal en est l'invité d'honneur. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, l'appel au dialogue lancé par le président des Comores, Azali Assoumani. Dans un communiqué publié ce 9 septembre, le chef de l'État comorien s'est adressé à l'opposition et à la société civile en vue, je cite, d'aller de l'avant dans le développement socio-économique et institutionnel du pays. Cette initiative qualifiée de politique de la main tendue devrait être centrée sur l'examen de différents dossiers, les échéances électorales de 2024 notamment, mais aussi la réforme de la CENI. Comment cette annonce est-elle perçue? Je vous propose d'écouter à ce sujet Saïd Larifou, avocat membre de l'opposition. La classe politique comorienne et particulièrement toutes les organisations d'opposition contre le régime du colonel Azali manifestent une forme d'indifférence par rapport à cette lettre pour deux raisons principalement. Premièrement, Azali, pour nous, n'a aucune légitimité pour convoquer un dialogue national aux Comores, puisqu'il est lui-même le problème. Et puis, deuxième point, c'est que cette situation de crise politique, institutionnelle, économique et sociale dans laquelle se trouve à nouveau notre pays, et puis les violences meurtrières, les violations répétées de droits fondamentaux, le mépris aux institutions démocratiques, la violation permanente de la Constitution est la cause de ces violences, de la crise institutionnelle, politique, sociale. Azali ne peut pas prôner un dialogue alors qu'il en fait de la violation de la Constitution son mode de gouvernance. Il fait de la répression, de la torture, des violences meurtrières son mode de gouvernance. Il n'a pas changé, il continue. Il suffit de voir aujourd'hui sa lettre, il l'a envoyée hier, il l'a publiée hier. Aujourd'hui, on est vendredi. Moroni est assiégé partout, même dans les mosquées, aux abords des mosquées, de toutes les mosquées de Moroni, les mosquées sont quadrillées par des militaires. Donc, c'est une situation insurrectionnelle. Il ne peut pas, en dehors d'un environnement apaisé, un climat propice au dialogue, prôner le dialogue. Voilà, nous savons que sa préoccupation première, c'est de préparer le prochain et énième hold-up électoral en 2024. Bon, il estime avoir les forces de l'ordre avec lui, il estime pouvoir prendre encore le pays en otage, mais qu'il continue. Il n'a pas besoin de nous. La défaite est historique pour le Parti de la justice et du développement au Maroc. Selon les derniers résultats des législatives du 8 septembre, le parti au pouvoir depuis une décennie est passé de 125 à 13 sièges. Des résultats qui profitent au Rassemblement national des indépendants qui se hisse en tête avec 102 sièges. Marie-Raphaël Amto. Au Maroc, le parti de tendance libérale Rassemblement national des indépendants RNI a remporté la majorité des sièges aux élections législatives marocaines, battant ainsi les islamistes modérés du parti de la justice et du développement selon les résultats préliminaires. Le RNI a obtenu 97 sièges sur les 395 que compte la Chambre des représentants. Il est suivi par les libéraux du parti Authenticité Modernité qui, eux, ont remporté 82 sièges et le parti conservateur Istilal crédité de 78 sièges. Ce qui explique cette déroute, c'est incontestablement un vent de dégagisme qui a soufflé sur
la scène politique marocaine. Il faut dire que les Marocains en ont assez de cette gestion des islamistes qui a duré pendant des années et qui n'a pas réussi à trouver des solutions à leur pouvoir d'achat, à améliorer les services publics et à gérer les affaires du pays. Donc il y a un sentiment d'échec, de déception et de dégagisme qui s'est exprimé par les urnes. La victoire du RNI à ces législatives démontre la confiance que le peuple marocain porte au roi Mohamed VI. À côté, les islamistes déboutés durant le scrutin dénoncent des irrégularités parmi lesquelles la corruption à proximité de bureaux de vote et des confusions sur certaines listes électorales. Une thèse battue en brèche par le ministre de l'Intérieur qui indique que les élections se sont déroulées dans les circonstances normales. Le roi du Maroc, qui est le chef d'État, va, une fois les majorités constituées au sein du Parlement, choisir une personnalité pour constituer un gouvernement. Et donc, il est fort à parier que le gouvernement sera issu de cette grande majorité constituée de 3 grands partis qui ont remporté la majeure partie des sièges. Voilà. Et donc, on s'attend à ce que cette personnalité soit issue, peut-être, du Rassemblement national des indépendants, notamment de monsieur Abdelaziz Arnouch, qui est le plus connu et le plus cité pour occuper cette fonction de Premier ministre. Cette victoire du RNI annonce de nouvelles perspectives dans la gestion du pays. Selon le ministre marocain de l'Intérieur, le taux de participation a atteint 50,35% au niveau national. Toutefois, le roi Mohamed VI va nommer un chef du gouvernement issu du parti arrivé en tête du scrutin, lequel sera chargé de former un exécutif pour un mandat de 5 ans. Par ailleurs, selon les autorités, les résultats définitifs à ces élections devraient être connus dans 7 jours. Et face à ce véritable coup dur, les membres du secrétariat général du PJD ont annoncé leur démission ce 9 septembre. Le parti rejoint donc les rangs de l'opposition. Après plusieurs semaines d'évaluation, l'équipe des forces d'opération spéciales du commandement des États-Unis pour l'Afrique a achevé sa mission en République démocratique du Congo. Son objectif, évaluer la capacité des forces armées congolaises à l'heure où l'insécurité reste vive dans l'est du pays. Cette mission s'inscrit dans le cadre du partenariat signé entre la République démocratique du Congo et les États-Unis en avril 2019. Plus de précisions dans ce sujet de Joël Ballot. Fin de mission pour les forces d'opération spéciales du commandement des États-Unis pour l'Afrique en République démocratique du Congo. Les experts militaires américains en mission d'évaluation de plusieurs semaines venaient en appui à l'armée congolaise engagée contre le groupe islamiste Forces démocratiques alliées à Béni et en Ituri. Cette mission nous a permis de comprendre la capacité et la structure des forces armées congolaises et d'évaluer de quelle manière elles peuvent mieux exécuter le plan visant à poursuivre leur mission vitale de lutte contre le terrorisme. Promouvoir la paix et la stabilité est un élément clé du partenariat privilégié conclu par les États-Unis et la République démocratique du Congo, qui est particulièrement axé sur la fin des violences et des souffrances dans l'est de la République démocratique du Congo. La vingtaine d'experts américains a eu l'opportunité d'échanger avec les forces armées congolaises pour faire une analyse, les planifications des capacités des forces armées congolaises afin d'accentuer la lutte contre les terroristes installés dans l'est du pays. Cette mission a pu jauger le rôle des gardiens du parc de l'Institut congolais pour la conservation de la nature qui œuvre pour la lutte contre le trafic illicite des espèces sauvages qui sert à financer le terrorisme. Les Américains, avec leurs énormes moyens technologiques, apporteront aux Congolais des renseignements à même de leur permettre de traquer dans les forêts du Kivu les terroristes. Il faut compter aussi un apport en logistique, lequel, mis ensemble, logistique, compétences opérationnelles et tactiques ainsi que renseignements, permettront à l'armée congolaise d'être un peu plus efficace dans la lutte contre le terrorisme. Ce partenariat privilégié entre la République démocratique du Congo et les États-Unis, signé en 2019, souligne les défis et les opportunités communs auxquels ces deux pays sont confrontés. En rappel, depuis 2013, l'armée congolaise fait face aux attaques des forces démocratiques alliées qui ont fait plus de 6 000 morts. L'actualité, c'est aussi cette rencontre de haut niveau au Mali. Le Premier ministre Choguel Maïga s'est entretenu avec des diplomates accrédités ce jeudi 9 septembre. Une rencontre organisée au Centre international de conférences de Bamako est centrée sur l'état de la nation.
Durant cette entrevue, le chef du gouvernement malien s'est montré ferme. L'organisation des assises nationales ainsi que la mise en place de réformes passent avant la tenue des élections. Face à ce chantier majeur que doit entreprendre le gouvernement, ces échéances électorales prévues pour 2022 semblent difficiles à respecter. Au Rwanda, l'autorité de régulation des services publics redouble d'efforts pour limiter les fraudes mobiles. De nouvelles directives ont été prises en lien avec l'enregistrement des cartes SIM. À titre d'exemple, une vérification d'identité est désormais nécessaire pour toute personne souhaitant acheter ou échanger des cartes SIM. Joël Ballot. Au Rwanda, la lutte contre la fraude s'intensifie à travers l'enregistrement de cartes SIM. Pour les opérateurs de télécommunications rwandais, cette nouvelle procédure améliorera le système de sécurité des cartes SIM. Elle inclura en effet des vérifications d'identité, capturera des photos des personnes achetant ou échangeant des cartes SIM. Littéralement, les cartes SIM étaient enregistrées en vérifiant uniquement si le numéro d'identification existe et où les agents ont pu activer la carte SIM tant qu'ils avaient un numéro d'identification. Cette procédure a créé de nombreuses incohérences car des personnes se retrouvaient avec des cartes SIM enregistrées sur leurs identifiants à leur insu. La nouvelle directive, qui se veut plus sûre, va donc permettre à l'autorité de régulation des services publics du Rwanda de suivre désormais les propriétaires des cartes SIM. Dans cette lutte contre les escroqueries à l'argent mobile, la RURA appelle tous les abonnés télécom à effectuer une vérification régulière des cartes SIM portant leurs identifiants. Suite à la récente mesure de déconnexion de plus de 30 000 numéros frauduleux au Rwanda, le Rwanda poursuit dans ses mesures de sécurisation de son réseau à travers l'Agence de régulation des télécommunications du Rwanda qui vise à retracer complètement le circuit de fraude en sécurisant l'accès à une nouvelle SIM ou en sécurisant le changement de nouvelle SIM. Cette mesure est très efficace parce qu'elle va lutter énormément contre la cybercriminalité, mais aussi va sécuriser les données et sécuriser les utilisateurs de ces données. En rappel, la mise en œuvre de ces nouvelles exigences pour l'enregistrement et l'échange des cartes est officielle depuis le 1er septembre 2021. Dans l'actualité également, le gouvernement togolais pleinement engagé dans la lutte contre le coronavirus. Ce jeudi 9 septembre, de nouvelles mesures restrictives ont été adoptées pour freiner la propagation du variant Delta. Parmi elles, l'interdiction des manifestations publiques, la fermeture des lieux de culte, mais aussi des bars. À ces mesures s'ajoutent également d'autres directives qui concernent cette fois-ci l'accès aux bâtiments administratifs. Il est en effet conditionné par la présentation d'un certificat de vaccination. Dans le reste de l'actualité, un événement à ne pas manquer pour les cinéphiles, la sélection officielle du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou qui se tiendra du 16 au 23 octobre dans la capitale du Burkina Faso est désormais connue. Les organisateurs de l'événement l'ont dévoilé ce jeudi 9 septembre. Si plus de 1000 films ont été inscrits, 17 ont été sélectionnés dans la catégorie long métrage de fiction. À noter que la 27e édition de ce festival devait initialement se tenir au mois de février dernier, mais a dû être reporté en raison de la pandémie. On reste dans le domaine culturel avec cette fois-ci le Festival des musiques urbaines d'Anoumabo qui se tient actuellement en Côte d'Ivoire. Jusqu'au 12 septembre, une vingtaine d'artistes feront danser les foules. Très attendue, cette 13e édition est marquée cette année par la présence d'une délégation du Sénégal qui est l'invité d'honneur. Reportage de notre correspondante Victoria Sedji. À l'honneur de la 13e édition du FEMUA, Festival des musiques urbaines d'Anoumabo, organisé en Côte d'Ivoire du 7 au 12 septembre 2021, le Sénégal marque sa présence avec une délégation forte d'une 60aine de personnes. Une représentation chapeautée par le ministre sénégalais de la Culture et de la Communication, Ablaye Diop, venu témoigner de l'amitié entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Le commissariat général du FEMUA souhaite à travers cette invitation spéciale renforcer la coopération entre les deux pays. Un choix, dit-il, imposé par l'histoire. C'est l'histoire qui nous impose le choix souvent. Les liens historiques, le rapprochement entre les deux pays, la forte communauté sénégalaise en Côte d'Ivoire
Je crois que tout était réuni pour que le Sénégal soit à l'honneur. Et nous sommes très heureux, nous sommes très honorés d'accueillir le Sénégal en Côte d'Ivoire. À l'honneur de cette édition, le Sénégal a particulièrement droit à un vaste plateau d'expression pour faire valoir une partie de son riche patrimoine culturel. Expositions artisanales, picturales ou encore musicales et bien d'autres. Cette année, le FEMUA devrait accueillir près de 20 000 festivaliers. Le ministre Abdoulaye Diop se réjouit déjà des premières activités. Le livre d'or symbolisant le passage du Sénégal et le rafraîchissement du brassage entre les deux pays a été fièrement dédicacé. Avec nos 5-7 sites déjà sur le patrimoine mondial, ça veut dire que le Sénégal a beaucoup à offrir. Au-delà de cela, on a vu le savoir-faire des stylistes, les manufactures de Thiès qui sont aujourd'hui, depuis avec le premier tapis qui est sorti dans les années 67. Je crois qu'il faut se féliciter de toute cette histoire-là. En tout cas, ceci dit encore une fois que les relations entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal, c'est une relation forte culturellement que nous avons le devoir de consolider nous tous. Et je me remercie encore une fois, c'est une fierté d'être encore une fois avec les autorités ivoiriennes, avec notre cher ami qui est un ami du Sénégal, je vais faire de lui déjà un citoyen de Sédhiou, de ma petite mairie. Et je vous dis merci. Pour exprimer sa totale approbation et reconnaissance à pareille invitation, le chef de l'État sénégalais Macky Sall avait reçu en audience à Dakar, en présence d'autres autorités, le commissaire général du FEMUA, Traoré Salif dit Assalfo, par ailleurs leader du mythique groupe musical ivoirien Zouglou, Magic System. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.